Alors, voici une petite séance de réflexion-lecture autour de notre thème du transhumanisme et des modifications anthropologiques qu'il induit. Donc, je vous ai préparé un petit document. Le livre dont on va s'inspirer aujourd'hui est un recueil d'entretiens mené par Monique Atlan et Roger Paul Droit. Donc, ils sont un petit peu comme Taguieff, ce sont des historiens des idées. Et donc, le titre en est « Humain, une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies ». Alors avant que je commence à vous lire des passages, je voudrais que vous fassiez, je vous ai refait une petite liste des mythes fondateurs qui peuvent inspirer vos réflexions et qui peuvent vous donner des idées. Donc les mythes qu'il va falloir que vous revoyez aussi pour étoffer vos idées, vos références en lien avec toute cette partie. Donc le mythe de Pygmalion, mythe grec traditionnel dans lequel un sculpteur va élaborer une statue représentant la femme idéale. Statue à laquelle la déesse Aphrodite, à la suite d'une de ses, à la suite d'une des prières de Pygmalion, va insuffler la vie. Le golem, qui est un mythe biblique dans lequel, de la même manière, on insuffle la vie à un géant d'argile fabriqué par les hommes. Frankenstein ou le Prométhée moderne, je vous l'ai remis pour que vous ayez le sous-titre. Donc c'est un roman du 19e siècle de Mary Shelley, un auteur du gothique, donc du romantisme noir. Et on oublie souvent le sous-titre, Prométhée moderne, qui permet de faire le lien entre cette histoire de Frankenstein, qui est une histoire de résurrection et de transfert de l'âme d'un humain dans un corps recomposé, qui permet de faire le lien entre cette histoire et l'histoire de le mythe de Prométhée. On a déjà parlé de la figure de Dédale, cet architecte gréco-crétois qui va fabriquer le labyrinthe, mais qui va fabriquer aussi la machine permettant à Pasiphae de s'unir à un taureau pour que se réalise la malédiction des dieux de Vénus, d'Aphrodite, mais c'est aussi un inventeur de machines, et on reverra un petit peu ce thème de la machine avec l'évocation de Descartes. L'anneau de Gyges dans la République de Platon, donc c'est un anneau qui confère l'invisibilité, c'est un passage de la République dans lequel Platon réfléchit sur la justice et dans lequel donc, Socrate, dans un dialogue avec Thrasymachie, essaie de contredire l'argumentation de ses adversaires qui soutiennent la loi du plus fort et qui donc affirment que les hommes qui respectent la justice sont soit des faibles et des fragiles, soit des naïfs, et qu'en réalité, on ne respecte la justice que parce qu'on y est forcé. Vous vous souvenez, on avait travaillé sur un thème proche à travers un texte de Pascal l'année dernière. Vous voyez, on ne se soumet finalement au droit que quand le droit est associé à la force. Si la justice n'a pas la force comme bras armé, la plupart des humains ne respectent pas la justice. Et donc dans l'anneau de Gyges, Platon met en scène un homme qui obtient un anneau lui permettant d'être invisible. Et il se dit, mais à ce moment-là, puisque il peut faire ce qu'il veut en toute impunité, étant invisible, il ne sera jamais puni, enfin trouvé, démasqué ni puni, eh bien, quel intérêt a-t-il à respecter la justice? Donc c'est la grande question. Il ne faut pas oublier que Platon est un homme foncièrement religieux, donc évidemment, il va tirer, à travers son personnage de Socrate, il va tirer la réflexion éthique et morale du côté aussi du religieux. Pensez à vous renseigner sur les Nibelungen, cette grande saga germano-scandinave, dans laquelle vous allez trouver plein d'attributs permettant de potentialiser, d'améliorer les humains. On retrouve l'anneau qui permet de se télétransporter, qui permet aussi d'être invisible, qui permet de faire pas mal de choses, la cape d'invisibilité de Siegfried, et tout cela va être repris par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Et vous connaissez plein de contes magiques dans lesquels vous allez trouver des potions de résurrection. Pensez à Harry Potter avec la pierre de résurrection, des filtres de guérison, et pensez à tous les héros de romans, de contes, d'histoires, de mythes, de fables ou de films qui ont des pouvoirs. Alors le cinéma évidemment contemporain scientise un petit peu tout ça et donne une cause souvent médicale à ces pouvoirs. Pensez aux X-Men avec les mutations dues aux radiations et aux Marvel avec des mutations qui sont soit réelles et corporelles
et qui sont dues à des injections médicales, par exemple pour Captain America ou pour Hulk, avec une exposition aux rayons gamma, ou des mutations qui sont externalisées grâce à des machines, par exemple pour Iron Man. Alors, le premier extrait que je vais vous lire est un entretien avec Isabelle Keval, donc je vous l'ai mise là, qui est donc philosophe. Et voici ce que Monique Atlan et Roger-Paul Droit nous disent. On comprend que le corps devient le lieu d'enjeux bien plus vastes que la bonne mine ou la bonne forme. Il ne s'agit même pas de la bonne santé, mais bien de la vie bonne, avec toutes les harmoniques métaphysiques et morales que cette expression a pu charrier. Comme si, dans l'attention portée au corps, les transcendances perdues se retrouvaient, de manière tantôt implicite, tantôt visible. Il cite à ce moment-là les paroles d'Isabelle Keval. Dans la deuxième partie du XXe siècle, on constate un affaiblissement des grandes transcendances, des idéologies politiques et religieuses. Elles structuraient les identités parce qu'elles fédéraient des communautés et que l'individu se pensait à partir de collectifs. L'affaiblissement de ces transcendances a deux conséquences principales, l'essor du matérialisme et l'essor de l'individualisme. L'essor du matérialisme nous conduit à investir, ici et maintenant, sur la vie terrestre, puisque nous avons abandonné les ailleurs et les au-delà qui pouvaient laisser espérer quelque chose de meilleur après. C'est pourquoi nous vivons dans l'attrait pour les biens matériels, pour la consommation, y compris pour la consommation de soi. Deuxième conséquence, l'individualisme. Les individus ne comptent plus que sur eux-mêmes pour réussir leur vie. Ils doivent devenir leurs propres héros et construire, à partir d'eux-mêmes et de leurs propres valeurs, la réussite de leur existence. Et cette construction passe par l'élaboration d'un corps indéfiniment perfectible, indéfiniment en chantier. Fin de la citation. Du coup, la quête de soi se transforme en une interminable amélioration d'un corps Graal, donc c'est l'évocation du mythe du Graal, toujours à parfaire et toujours inaccessible. Car quand pourrait-on enfin dire « Je demeure toujours en forme, grâce à mes efforts, mais j'ai atteint le terme, la limite ultime, et maintenant j'arrête ». Jamais ce moment n'est atteint, cela va de soi. Le corps qu'on a à fabriquer est toujours devant soi. Il n'est jamais là, entièrement présent, parce qu'il s'inscrit dans le temps d'un projet indéfini. Citation à nouveau d'Isabelle Keval. Il y a en fait plusieurs temporalités qui peuvent se succéder ou se superposer. La temporalité du régime n'est pas la même que celle de l'entraînement physique, ou du soin cosmétique, ou de la chirurgie esthétique. Mais ces diverses temporalités renvoient toujours de territoire en territoire à des imperfections. À mes yeux, si l'on peut parler d'une sorte de nouvelle quête de transcendance, c'est dans la mesure où il y a bien une double temporalité. Il y a d'une part la temporalité de l'investissement dans le présent. Je consomme ici et maintenant parce que je n'aurai rien après ma vie terrestre. Mais il y a également d'autre part une projection permanente dans le futur, qui commence dès le plus jeune âge. Des adolescents se projettent déjà dans leur vie active, dans une retraite idéale, une vieillesse parfaite qu'ils anticipent en pratiquant très tôt la chirurgie esthétique, en se mettant précocement au régime, etc. Cette manière d'espérer de soi quelque chose de meilleur dans le futur ressemble effectivement à une quête de transcendance. Mais elle est comme rabattue sur soi, sur son corps. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, l'espoir vient par le corps. Or, ce corps, fatalement, se détériore. Fin de la citation. Du coup, le salut qu'on pouvait en attendre ne viendra jamais, car à l'évidence, tous les efforts que l'on fait pour être svelte, en forme, toujours jeune, insensible aux années, finissent nécessairement par rencontrer une limite. Même en mettant de côté le hasard de l'accident ou de la maladie, inéluctablement le corps s'use, se détraque et s'enlaidit. Or, si l'on a intégré l'idée qu'on est responsable de sa santé, on se considérera en situation d'échec. Donc je passe à un autre, et donc j'espère que ces extraits vous font réfléchir, je vous laisse les écouter, vous pourrez les réécouter, et en tirer donc des conclusions. Deuxième extrait, un entretien avec Marcel Gaucher, donc je vous l'ai mis ici, qui est directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui est fondateur et rédacteur en chef de la revue Débat. Marcel Gaucher nous reçoit dans son étroit bureau des éditions Gallimard. L'espace, plutôt exigu, croule sous les manuscrits, dossiers, livres, piles de courriers, si bien que nous tenons à peine à 3 dans ce lieu stratégique. D'emblée, Marcel Gaucher précise. Si je parle de mutations anthropologiques, c'est parce que je suis convaincu que les mutations scientifiques et techniques ont aujourd'hui des effets profonds sur l'identité humaine. D'autant plus profonds qu'ils sont la plupart du temps indirects et différents de ce qui est le plus visible. Nous sommes effectivement en présence, dans le monde contemporain, de phénomènes de subjectivation absolument inédits, en grande partie créés par l'univers technologique dans lequel nous évoluons.
Ainsi, la médecine a pour but de débarrasser les gens des entraves qui les empêchent d'être eux-mêmes, ces souffrances et ces maladies qui gâchent leur vie et l'abrègent. En fait, la réalité est moins simple. Le progrès médical a provoqué, au cours du XXe siècle, un allongement considérable de la vie, sans que personne ne semble réellement prendre en compte les problèmes que cela pose. Pour les médecins, il suffirait de créer une discipline gériatrique pour s'occuper des gens qui, en devenant très très vieux, posent des problèmes qu'on ne connaissait pas. Ce n'est pas à messieurs l'essentiel. Les petites filles qui naissent aujourd'hui ont une espérance de vie de 100 ans. Cette donnée va changer très profondément leur manière de vivre. Et à ce titre, leur identité personnelle. D'autant plus qu'au moment même où la durée de la vie augmente considérablement, la médecine est en train de brouiller la définition de la mort. On avait autrefois l'impression d'une frontière nette, avec les prélèvements d'organes pour les greffes, et la nécessité de définir exactement le moment où agir est licite, on s'aperçoit qu'on ne sait plus très exactement quand on meurt. De même, la procréation médicalement assistée ne permet pas simplement la naissance d'enfants qui autrement ne seraient pas nés. Elle modifie même le désir d'enfant. Avant, la nature fonctionnait seule au travers des individus. Désormais, pour avoir un enfant, il faut le vouloir. Or, savoir ce qui nous a permis de venir au monde est une question centrale de notre identité subjective. Sa modification bouleverse profondément ce que veut dire être humain. Fin de la citation. Commentaire des auteurs. L'impact anthropologique déborde donc le simple changement de nos conditions de vie. Il concerne des transformations dans la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes, les manières de penser qui nous sommes et ce qu'être humain veut dire. Donc c'est très intéressant, on avait déjà travaillé sur la temporalité ensemble. C'est très intéressant le fait qu'il souligne qu'aujourd'hui, on essaie de définir finalement ce qu'est la mort. Et autant on peut définir de façon absolue ce qu'est la mort, autant finalement dans notre propre temporalité, on a d'extrêmes difficultés à dater très précisément le moment même de la mort. Et penser à ces situations de mort cérébrale qui posent quand même d'énormes problèmes éthiques. Nouvel extrait avec Douglas Melton, donc c'est lui, de l'université de Harvard. Donc, ils se rendent sur le campus de Harvard, dans le petit immeuble du Howard Hughes Medical Institute, où Douglas Melton les reçoit. Donc, il est professeur au département de biologie régénérative et d'études des cellules souches, ainsi que co-directeur du Harvard Stem Cell Institute. Et c'est donc l'un des plus en pointe dans le domaine de la reprogrammation cellulaire. En 2008, le magazine Science avait classé ses découvertes parmi les 10 plus importantes de l'année, et le Times le faisait figurer dans la liste des 25 personnalités parmi lesquelles on pouvait choisir l'homme de l'année. Alors voici ce qu'il dit. Donc le biologiste est convaincu qu'une fois les maladies vaincues, rien ne s'opposerait à l'allongement considérable de la vie humaine. Ouvrez les guillemets. Nous avons grandi habitués à l'idée qu'un humain ne peut vivre plus de 100 ans. Comme si, au-delà, nous n'avions plus le droit de vivre. L'exemple des animaux nous montre que cette prétendue barrière est insensée et qu'il n'y a aucune raison de la maintenir. Les tortues notamment vivent bien plus longtemps. Cette limite est purement arbitraire. Alors, je vous laisse pendant ce temps-là regarder ce que nous dit la Bible, vous voyez, sur l'âge des patriarches, pendant que je continue à vous lire le texte. Et au-delà, que se passerait-il? Une fois les maladies écartées, la vie allongée, allons-nous devenir immortels? Sur ce point, Douglas Melton est encore une fois tranquillement catégorique. Ouvrez les guillemets. Nous pouvons certainement arrêter la mort. Si on élimine les cancers et les autres maladies, le deuxième facteur qui intervient dans notre vieillissement et notre mort est l'usure de notre corps. Mais je suis convaincu qu'on peut trouver les moyens d'allonger la durée de vie des vertébrés grâce à des modifications génétiques. Fermez les guillemets. Douglas Melton n'est ni un visionnaire illuminé, ni un utopiste délirant. Il incarne ce que pense la grande majorité des scientifiques de sa génération aux États-Unis. S'il fallait résumer la base de leurs convictions, on pourrait parler d'un effacement presque total de l'ancienne frontière entre possible et impossible. Melton le dit fort clairement. Ce qui reste impossible, quand j'y pense, c'est bien peu de choses, très peu. Bien que cela me soit difficile, je peux même concevoir un univers avec des lois physiques totalement différentes. Le seul obstacle qui me paraît réellement infranchissable, c'est de voyager dans le temps. Mais pour tout le reste, franchement, je ne vois aucune difficulté insurmontable à stopper le vieillissement ou à atteindre l'immortalité. Je n'y vois aucune impossibilité. C'est ce que j'aime dans la science. Elle réalise ce qu'on disait impossible. Tout ce que nous pensons pourrait être autrement. En réalité, ce qui me surprend,
c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui veuillent faire de la science. Fermez les guillemets. Et l'humain a-t-il aux yeux de Douglas Melton une place à part, un lieu réservé, une nature propre? En fait, du point de vue biologique, il s'inscrit dans une continuité telle que la barrière des espèces semble une fiction plus qu'une réalité. Ouvrez les guillemets. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, en ce qui me concerne, à comprendre ce qui sépare les différentes espèces. Car si vous regardez les relations entre un individu d'une espèce et d'autres animaux, vous verrez qu'il s'agit bien plus d'un spectre continu, où l'on passe d'une espèce à l'autre, plutôt que d'unités séparées aux frontières bien délimitées. Habituellement, la reproduction nous convainc que les espèces sont à définir comme des unités. En réalité, ce n'est pas le cas. Si on pouvait laisser de côté le comportement, on parviendrait à obtenir l'interfécondation de n'importe quelle espèce. La plupart des obstacles aux interfécondations entre espèces relèvent plus du comportement que des cellules et de la biologie. Je suis convaincu qu'en moins de 10 ans, si tel était notre objectif, si nous voulions des variations nouvelles dans le monde vivant, on pourrait trouver les moyens d'interféconder les humains et les singes. Du point de vue biologique, aucun obstacle insurmontable ne s'y oppose. Là encore, je vous laisse réfléchir. L'entretien suivant que je ne vous lis pas est avec, donc je vous lis de tout petits extraits, peut-être pour vous donner envie d'acheter le livre et d'aller regarder vous-même. Il est avec George Church du Harvard Medical School. Et George Church, vous l'avez rencontré dans le comment ça s'appelle, dans l'audio que je vous ai fait, la lecture du petit roman de Bec BD. Donc Church parle de Kurzweil, etc. Après, on va passer à un petit paragraphe sur l'homme-machine. Les automates ne sont pas seulement des jouets, curiosités ou attractions mondaines. Ce sont aussi des modèles pour penser l'humain. Le tournant philosophique crucial est pris par Descartes et sa théorie des animaux-machines, exposée dans la 5e partie du discours de la méthode, en 1637. Donc je suppose qu'avec Madame Zavrotniak, vous avez travaillé ce texte. C'est la nature qui agit en eux selon la disposition de leurs organes, écrit Descartes. Au lieu de décider, de penser et d'agir, les animaux, pour lui, sont donc agis, au passif. Ils se comportent comme des automates, tout comme, ouvrez les guillemets, une horloge qui n'est composée que de roues et de ressorts peut compter les heures. Fermez les guillemets. Si le corps vivant des animaux est ainsi conçu désormais sur le modèle de la machine, rouage, consommation d'énergie, etc., pourquoi l'homme serait-il différent? Chez Descartes, l'homme se distingue radicalement de la machine et des animaux par son âme. Notre corps est une machine, mais nous sommes un esprit. Au lieu d'être agis, nous agissons, librement, par notre seule volonté. Pourtant, qui ne voit qu'à partir de cette conception cartésienne des animaux-machines, la porte est ouverte? L'homme-machine n'est pas loin. Il suffira d'ôter l'âme pour l'obtenir. C'est chose faite avec Lamétrie, un grand siècle plus tard, en 1747. Il affirme pour la première fois que nous sommes des automates naturels. Pour lui, l'âme n'est qu'un vain mot, sauf si on désigne par ce terme les opérations mécaniques de notre cerveau. On n'a donc pas attendu la cybernétique et les premiers ordinateurs pour imaginer créatures artificielles et automates douées de raison. Globalement, le modèle contemporain est déjà constitué dès le XVIIIe siècle. Mais il ne repose alors que sur des modèles mécaniques rudimentaires, roues dentées, ressorts, clapets métalliques. Avec les premiers pas de l'informatique, un troisième fil vient se nouer au précédent, moins visible, moins connu mais déterminant. Sans lui, l'intelligence artificielle n'aurait pas le sens que nous connaissons. Et dernier extrait que je vais vous lire, c'est une rencontre avec, donc je vous avais mis ici, le canard mécanique de Vaucanson, qui avait eu beaucoup de succès au XVIIIe siècle, et un petit portrait de Jacques de Vaucanson. Donc le dernier extrait que je vais vous lire, c'est un entretien avec Jean-Pierre Dupuy, donc, qui est à la fois scientifique et philosophe. Heureusement, on en a pas mal au niveau mondial qui ont ces deux casquettes, comme il en était coutume dans l'Antiquité. Donc, il est professeur à Stanford et il a consacré sa vie entière à élucider les questions que nous traitons en ce moment. Donc, je reprends ma lecture. Nous sommes page 185. Polytechnicien, ingénieur des mines, ce scientifique de formation a enseigné à l'école polytechnique
où il a notamment fondé le CREA, Centre de recherche en épistémologie avancée, le principal centre de recherche et de réflexion en France dans le domaine des sciences cognitives. Il a longtemps partagé son temps entre la France et les États-Unis, où il réside et travaille à présent le plus souvent. Passionné, intarissable sur notre sujet, bardé d'une armada de livres et de citations utiles à notre propos, Jean-Pierre Dupuy se révèle scrupuleux. Penseur toujours en éveil d'une parfaite rigueur et précision, il peut naviguer dans les méandres qui relient les rêves, les intentions des scientifiques et leurs présupposés cachés. Sur l'usage du mot métaphysique, il s'explique aussitôt. Ouvrez les guillemets. C'est le philosophe des sciences Karl Poppers qui a le mieux montré cette part sous-jacente de programme métaphysique inhérent à toute recherche scientifique et technique. Autrement dit, derrière sciences et techniques, il y a toujours une métaphysique, au sens de réponse rationnelle à des questions pour lesquelles on sait qu'il n'y a pas de réponse, comme le temps, le moi, etc. Pour ma part, j'ai essayé de dégager ce qu'était cette métaphysique rationnelle sous-jacente à ce vaste projet qu'on appelle aujourd'hui la convergence, les NBIC. Ce que j'ai compris, c'est que ce programme actuel des biotechnologies, des nanotechnologies, est en fait issu du rêve de la cybernétique. Autrement dit, ce que nous vivons aujourd'hui à sa source, directe mais oubliée, dans le mouvement d'idées scientifiques et philosophiques des années 1950. C'est là que ce rêve nouveau et ces méthodes nouvelles se mettent en place. Fermez les guillemets. Commençons par le rêve. Quel est-il ? Jean-Pierre Dupuy s'empare d'un des livres. L'exemplaire, truffé de notes et de signets, s'ouvre directement au bon endroit, sans doute à force d'avoir été médité. Ouvrez les guillemets. Ma référence essentielle, c'est Hannah Arendt et son livre « La condition de l'homme moderne ». Ce livre date de 1958 et pourtant, elle a déjà tout anticipé. Le point essentiel qu'elle met en lumière, que j'ai repris et développé à ma manière, c'est que tout se passe au niveau des rêves. Tout commence par des rêves. Nous devons nous intéresser d'abord aux rêves, tout autant qu'aux cauchemars de la raison. Or, même s'ils ne se réalisent pas, le simple fait qu'ils existent comme rêves a un impact sur la condition humaine. Hannah Arendt décrit justement ce rêve moderne. Elle écrit exactement ceci. Donc, on ouvre les guillemets dans la citation. Depuis quelque temps déjà, pas mal d'entreprises scientifiques ont eu pour but de rendre la vie artificielle, c'est-à-dire de couper le dernier lien à travers lequel l'homme appartient aux enfants de la nature. Cet homme futur, dont les savants me disent qu'ils vont le produire dans moins de 100 ans, semble être habité par une rébellion contre l'existence humaine telle qu'elle nous a été donnée, un don gratuit, venant de nulle part. Ce rêve est donc d'abord pour elle, donc là c'est à nouveau Dupuy qui parle, ce rêve est donc d'abord pour elle une rébellion contre l'existence humaine telle qu'elle nous a été donnée. L'homme désire l'échanger, pour ainsi dire, contre quelque chose qu'il aurait fabriqué lui-même. Fermez les guillemets. Entre l'analyse d'Hannah Arendt en 1958 et ce qui mobilise aujourd'hui une partie des scientifiques, Jean-Pierre Dupuy souligne l'éclairante continuité, même si les formulations ont changé. Globalement, c'est toujours le même rêve pour l'humain de se fabriquer lui-même, voire de s'auto-engendrer. Ouvrez les guillemets. Prenons l'exemple du désir de mettre fin à la mortalité. Il est présent depuis toujours, sans doute. Les Égyptiens momifiaient leurs dignitaires. Les Grecs ont distingué mortalité et éternité. Ce qui fait la différence avec notre rêve actuel, c'est de considérer que la mort constitue un problème. La finitude humaine devient un problème que la science et la technique peuvent résoudre par des moyens techniques. Voilà qui est radicalement différent des rêves antérieurs. Je ne crois pas qu'on ait jamais utilisé le mot de problème pour parler de la mort. Auparavant, je ne l'ai jamais vu dans aucun des textes. De même avec la naissance, ce qui est encore plus original et impressionnant. La naissance, elle aussi, devient un problème. Ce qui serait défectueux dorénavant, c'est de naître biologiquement du ventre d'une mère soumis au hasard et aux contingences, et non pas en fonction d'un design rationnel, d'une conception bien pensée, maîtrisée. Fermez les guillemets. Là, je vous laisse extrapoler avec tous les livres, tous les films que vous avez vus, du meilleur des mondes de Huxley à Bienvenue à Gattaca, tous ces livres qui évoquent ce problème de la naissance et de la fabrication de la naissance humaine. Cette honte d'être né, c'est le philosophe Günther Anders. Vous avez un texte de Anders, je crois que vous l'avez travaillé avec Madame Zarotniak, dès les années 1950, qui la révèle en affirmant « Nous avons honte d'être nés au lieu d'être fabriqués ». Anders nomme cela la honte prométhéenne. Ça, c'est une très très jolie expression que vous pourriez réemployer avec profit. Face à la perfection des machines, face à leur conception parfaitement efficace, rationnelle, reproductible à l'identique, nous nous jugeons imparfaits.
Par comparaison, nous avons honte de notre nature biologique, de notre nécessaire soumission à la nature. Si l'homme veut se fabriquer lui-même, écrit Günther Anders, ce n'est pas parce qu'il ne supporte plus rien qu'il n'ait fabriqué lui-même, mais parce qu'il refuse d'être quelque chose qui n'a pas été fabriqué. Ce n'est pas parce qu'il s'indigne d'avoir été fabriqué par d'autres, Dieu, divinité, nature, mais parce qu'il n'est pas fabriqué du tout, et que, n'ayant pas été fabriqué, il est de ce fait inférieur à ses produits. Fin de citation. Attentif à l'histoire des sciences aussi bien dans le détail de leurs archives que dans leurs arrière-plans philosophiques, Jean-Pierre Dupuy a mis en lumière dans ce projet de réinvention de l'humain, tel qu'il a cheminé depuis le cœur du XXe siècle jusqu'à nos jours, une tension majeure entre une attitude de maîtrise et une tentation de la non-maîtrise. Ouvrez les guillemets. Je me suis en effet intéressé de près à l'histoire de la cybernétique, 1936-1951. En étant de plus en plus persuadé que, par l'étude des travaux et débats de cette période oubliée, que c'était bien là que se situaient les origines de la plupart de nos débats actuels, même si nous ne le savons plus. Or, dans le programme métaphysique de recherche de la cybernétique, j'ai observé une forte tension entre un projet de maîtrise, qui est d'ailleurs indiqué par le mot même de cybernétique, qui veut dire gouvernance, gouvernail, et ce qui va exactement en sens inverse et qui est le projet de non-maîtrise, lié à la découverte par ailleurs de ce que l'on appelle la complexité. Fin de citation. Procédons par ordre, pour bien saisir de quoi il s'agit. En étudiant le programme de recherche des cybernéticiens, autour de Robert Wiener, dans l'immédiat après-guerre, Jean-Pierre Dupuy en a discerné l'ampleur. En considérant les organismes vivants et leur régulation sur le même modèle que les machines à feedback, il s'agissait bien d'obtenir un modèle d'ensemble, englobant aussi bien le vivant que les robots. En fait, la cybernétique allait encore au-delà. Pour Jean-Pierre Dupuy, son ambition comme mouvement d'idées était immense. Il s'agissait d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit. En fait, elle marque à ses yeux un moment essentiel dans la représentation de l'activité de connaître, et plus largement encore, dans la représentation de l'humain. Ouvrez les guillemets. C'est très simple. Pour que l'homme puisse se manipuler lui-même, il faut d'abord qu'il se réduise au rang de mécanisme aveugle. C'est ce mouvement de bascule que la cybernétique accomplit. Faire de l'homme une machine qui pense, certes, mais qui pense comme une machine pense. L'intelligence artificielle n'est donc pas du tout ce qu'on croit. Cela ne vise pas à l'anthropomorphisation, à l'humanisation de la machine, mais à l'inverse, à la mécanisation de l'humain. En demandant « peut-on concevoir des machines qui pensent ?» comme l'a fait Turing, donc allez vous renseigner sur Robert Turing, ce qu'on appelle la machine de Turing. Donc, dans les années 1950, juste après la guerre, vous avez un joli téléfilm sur la machine de Turing, justement, qui circule sur le net. Donc, peut-on concevoir des machines qui pensent, comme l'a fait Turing? Donc, c'est pas ça. En se demandant ça, les pionniers de l'intelligence artificielle répondaient évidemment oui, car pour eux, l'homme est déjà pensé comme une machine. Penser, c'est le fait de la machine. Pour que nous nous manipulions au maximum, il faut donc que nous nous réduisions nous-mêmes au rang de nos ordinateurs. Fin de citation. Jean-Pierre Dupuy explique alors comment la notion de modèle s'est transformée et inversée dans son usage scientifique. Dans la vie courante, un modèle est un exemple à suivre, à imiter. En ce sens, prendre un héros pour modèle, c'est transformer sa conduite pour s'approcher de l'idéal qu'il représente. En science, au contraire, le modèle dérive des faits. Il est construit à partir des phénomènes observables pour tenter de les expliquer. Pour savoir si un modèle est le bon, il faudra donc attendre que la réalité le confirme. Ou non, à nos risques et périls. Dans l'intelligence artificielle, penser l'humain sur le modèle de la machine plutôt que la machine comme humaine transforme en profondeur le rapport humain à l'activité de connaître. Sans doute, depuis longtemps, avait-on conçu la pensée sur le mode du calcul. Penser, c'est calculer, affirmait Hobbes en 1651 dans le Léviathan, tout en faisant de l'État un automate, un corps artificiel composé de rouages et de ressorts humains. Toutefois, si l'idée n'est pas nouvelle, sa suprématie contemporaine se fonde sur des formes nouvelles. En concevant la pensée uniquement sur le modèle des opérations mathématiques, on fabrique des modèles qu'on confond bientôt avec la réalité elle-même. Cette mécanique de l'esprit, comme dit Jean-Pierre Dupuy, tend à évincer l'épaisseur du psychisme, l'existence de l'inconscient, les zones d'ombre de l'humain, au profit d'une attention réservée au seul comportement visible. Jusque-là, il s'agit, somme toute, d'un geste métaphysique bien connu et finalement classique.
Dans un contexte particulier, il s'agit de ramener l'esprit à des éléments matériels, de décomposer ses opérations, d'expliquer ses particularités par le seul jeu des lois de la physique. Ce qui, pour l'essentiel, n'a rien de radicalement neuf. Connaissant ces données, on peut agir, contrôler, fabriquer, modifier. Le projet de maîtrise est bien là. Mais alors, où se situe ce versant de non-maîtrise que décèle Jean-Pierre Dupuy dans ce même mouvement paradoxal? Ouvrez les guillemets. Ce paradoxe repose sur ce qu'a fait voir le mathématicien John von Neumann en 1948. Au cours d'une conférence, il expose sa théorie générale et logique des automates. Il démontre qu'il n'y a pas de contradiction logique à postuler l'existence d'êtres mécaniques qui seraient capables de produire des êtres plus complexes qu'eux. Ce qui devient dès lors la définition même de la complexité. Est complexe ce qui est capable de produire plus complexe que soi. Cette conjecture de Neumann est désormais connue sous le nom de conjecture sur la complexité. Ce qui se joue là, dans ce thème de la complexité, qui devient vite un thème dominant en science, c'est l'idée que les hommes seraient bientôt, par rapport à certaines de leurs propres créations, dans la même situation que par rapport aux phénomènes naturels. Nous les avons fabriqués, mais nous devons les étudier comme si nous ne les avions pas faits. Autrement dit, ils nous ont totalement échappé. Par exemple, une bombe atomique vient de nous. Nous l'avons faite. Et pourtant, nous sommes face à elle dans la même situation que face à des tremblements de terre ou des tornades. Le paradoxe actuel, c'est que cette création qui nous échappe est devenue un objet de désir. L'ingénieur de demain sera content et fier de son travail, non pas lorsqu'il aura réussi à satisfaire à un cahier des charges, mais lorsqu'il sera lui-même surpris par ce qu'il a fait. On se trouve donc ici face à une situation très particulière où il s'agit d'engendrer de l'imprévisible, de concevoir quelque chose dont nous ne maîtrisons que le point de départ, mais en aucun cas le développement ni le résultat. Il s'agit de concevoir de l'inattendu. Avec tous les problèmes éthiques et de prudence que cela pose inéluctablement. Mais certains assument entièrement l'inquiétude, voire l'imprudence. Kevin Kelly, un penseur américain futuriste pétri de culture New Age, fondateur du magazine Wired, qui a notamment publié en 2010 « Ce que la technologie veut », déclare par exemple « Si nous ne nous inquiétons pas au sujet d'une technologie, c'est qu'elle n'est pas suffisamment révolutionnaire. » Ce qu'on recherche désormais, c'est bien la rupture, sans forcément savoir d'où elle proviendra, ni où elle mènera. Finalement, ce qu'il faut retenir de l'éclairage que nous offre Jean-Pierre Dupuy est bien ce choix crucial opéré par les tenants de l'intelligence artificielle et de la cybernétique. Mettre en œuvre une mécanisation de l'esprit plutôt qu'une humanisation de la machine. Cette mécanisation qui entraîne dans son sillage, comme première conséquence, la résolution de la dichotomie entre esprit et matière, ouvrant ainsi la voie aux sciences cognitives à venir. Au sujet de l'intelligence artificielle et de ces sciences dont on connaît le point de départ mais qu'on ne maîtrise plus par la suite, je vous laisserai aller vous renseigner sur les déclarations du fondateur, du grand créateur de l'intelligence artificielle qui n'a de cesse, je crois qu'il est mort il y a quelques années, il y a 2-3 ans, qui n'a eu de cesse à la fin de sa vie de mettre l'humanité en danger contre la chose qu'il a lui-même créée et promue en disant que finalement c'était de la folie de fabriquer cette intelligence artificielle qui s'auto-engendre, qui s'auto-génère dans la complexité et qui échappe finalement au contrôle humain, alors même que, comme il vous est expliqué, la science à l'origine était le moyen que l'homme essayait de développer pour maîtriser le monde qui l'entoure et avant de le maîtriser, pour le comprendre. Comprendre, il faut bien se souvenir de l'étymologie du mot comprendre, c'est prendre avec soi, donc il y a cette idée de maîtrise, de préhension. Comprendre quelque chose, c'est l'englober, le maîtriser, le tenir dans ses mains. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la science n'a plus pour objectif de comprendre le monde, mais a un objectif démiurgique, créateur, et donc divin en réalité au départ, si on réfléchit par analogie, donc un objectif créateur qui est d'engendrer quelque chose de nouveau, de lancer un processus dont elle ne maîtrise pas le développement. Voilà, je vous laisse méditer tout cela et je ne sais pas quand on se reverra, mais voilà, je vous mets pour après les vacances un petit programme de travail pour approfondir toutes ces questions. Au revoir jeunes gens.